J'ai ouvert la porte de la maison ce dimanche après-midi et j'ai entendu un bruit venant de l'étage. Mon cœur s'est figé. Je montais l'escalier lentement, sans faire de bruit, et quand j'ouvris la porte de ma chambre, je vis mon mari dans mon lit avec ma sœur. 30 ans de mariage, 3 enfants élevés, toute une vie construite côte à côte, et tu sais ce qu'il a fait dans mon dos. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste sorti mon téléphone, pris des photos, et je suis sortie de cette pièce comme si je flottais. Ils ne l'ont même pas remarqué. Le lendemain, son avocat m'a appelé pour me demander pardon. Et c'est là que tout a changé. Je m'appelle Aminata. J'ai 58 ans et j'ai toujours été cette femme qui tient la barre. J'ai épousé Laurent jeune. Il était charmant, travailleur. Il avait l'air d'un brave homme. Nous sommes venus de la campagne française à Paris quand j'avais 22 ans, enceinte de notre premier enfant. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de logistique et je travaillais à la maison, cousant pour l'extérieur, nettoyant, m'occupant des enfants. Nous n'avions rien au début. Nous avons dormi dans un appartement d'une chambre, à l'étroit, avec une odeur de moisi. Mais c'était le nôtre. J'ai fait des miracles avec de l'argent. J'achetais les restes de la journée au marché, cuisinais des haricots et du riz presque toutes les semaines, raccommodais les vêtements des garçons jusqu'à ce qu'ils ne suffisent plus. Laurent travaillait beaucoup, arrivait tard, fatigué, mais nous avions un objectif. Acheter une maison, étudier pour nos enfants, avoir une vie meilleure. Les années ont passé ainsi. J'ai continué à travailler, même après que les enfants aient grandi. J'ai décroché un emploi dans une laverie automatique. Puis je suis devenu superviseur. Il gagnait bien sa vie, économisait chaque centime. Laurent a été promu, est devenu manager, a commencé à gagner plus aussi. Nous avons acheté la maison à Montreuil, 3 chambres, petite cour, mais c'était la nôtre. Nous avons remboursé la compte avec l'argent que j'avais économisé pendant 10 ans. Nous avons rénové ensemble, j'ai peint le mur, il a réparé la plomberie. Nous avons transpiré, nous nous sommes battus, nous avons ri et, à la fin de la journée, nous l'avons regardé et nous avons pensé que cela en valait la peine. Ma sœur Mariama a toujours été différente de moi. Elle était la plus jeune, la belle, celle que ma mère protégeait trop. Elle n'a jamais travaillé correctement, a vécu de petits boulots, s'est mariée 2 fois et s'est séparée des 2. Je vivais seule dans un appartement loué que Laurent et moi avons aidé à payer. Lorsqu'elle a perdu son emploi il y a 3 ans, c'est Laurent qui lui a proposé de venir vivre avec nous pendant un moment. J'ai dit que ce n'était pas une bonne idée, mais il a insisté. Il a dit que c'était la famille, que nous devions aider. J'ai cédé. Elle est restée dans l'une des chambres de l'étage, qui appartenait à notre fils aîné, qui avait déjà quitté la maison. Au début, tout semblait normal. Mariama aidait à la maison, préparait la nourriture, nettoyait. Mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Elle s'habillait trop pour rester à la maison. Je portais un parfum fort, mettais du rouge à lèvres, des shorts courts dans le salon. Laurent a commencé à rentrer tôt du travail, ce qu'il n'a jamais fait. Ils ont beaucoup ri ensemble, ils ont parlé tranquillement quand je suis entrée dans la pièce. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, mais je ne voulais pas y croire. Ma sœur ne pourrait pas, mon mari ne pourrait pas. J'ai repoussé ces pensées et j'ai continué à vivre. Il y a 2 mois, j'ai dû me rendre à Bordeaux pour m'occuper de ma tante qui venait de se faire opérer. J'allais m'absenter pendant 1 semaine. Laurent a dit que tout allait bien, qu'il s'occupait de la maison. Mariama est également restée. Le 3e jour, ma tante s'est rétablie plus vite que prévu et j'ai décidé d'y retourner plus tôt. Je n'ai prévenu personne. J'ai pris le train le vendredi matin et je suis rentrée à la maison tôt le dimanche après-midi. La maison était calme. La voiture de Laurent était dans le garage. Je trouvais ça bizarre. Il sortait toujours le dimanche pour jouer aux cartes avec ses amis. Je suis entrée par la porte d'entrée. J'ai posé la valise sur le sol. C'est là que je l'ai entendu. Un gémissement, un rire étouffé. C'est venu d'en haut. Je grimpais lentement, chaque pas semblait peser 1 tonne. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis arrivée à la porte de ma chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai poussé lentement et je l'ai vu. Laurent était dans mon lit, dans le lit que nous avons acheté ensemble, dans le lit où nos enfants ont été faits, avec Mariama, ma sœur. Ils s'étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas vu. Je suis restée là, je ne sais pas combien de temps. J'avais la tête qui tournait. Mon estomac s'est retourné. Mais quelque chose en moi m'a dit « Ne faites pas de scandale maintenant. Gardez-le. Utilisez-le. » J'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris 3 photos. Le clic était faible, mais suffisant. Ils se retournèrent effrayés. Laurent pâlit.
Mariama a crié. J'ai rien dit. J'ai tourné le dos, je suis descendue, j'ai attrapé ma valise et j'ai quitté la maison. Je suis allée directement à l'appartement de mon amie Khadija. J'ai frappé à sa porte et quand elle l'a ouverte, je me suis effondrée. J'ai pleuré tout ce que j'avais tenu. J'ai pleuré 30 ans de mariage. J'ai pleuré la confiance brisée. J'ai pleuré à cause de la trahison de ma propre sœur. Khadija m'a serré dans ses bras, m'a fait du thé, m'a mis sur son lit et m'a dit « Maintenant tu vas te reposer et demain nous le résoudrons ». J'ai mal dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette scène. Je me suis réveillée tôt lundi avec une décision. Je n'allais pas être la victime en pleurs de cette histoire. J'allais me battre pour mes droits. J'ai appelé un avocat qu'une connaissance m'avait référé il y a des années. Il m'a assisté le même jour. Je lui ai tout dit. J'ai montré les photos. Il m'a regardé et m'a dit « Vous avez un dossier solide ». En France, l'adultère n'est pas un crime. Mais dans les procédures de divorce, les preuves de trahison peuvent peser lourd sur le partage des biens et la pension alimentaire. Laurent avait des atouts. La maison était au nom des deux. Nous avions su une épargne commune. Il avait un plan de retraite. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai contribué à tout. Et maintenant, j'allais recevoir ce qui m'appartenait de droit. L'avocat a préparé les documents. Nous avons déposé une demande de divorce pour trahison mardi. Quand Laurent a reçu la notification, il m'a appelé en désespoir de cause. Je lui ai raccroché au nez. Il a appelé 10 fois de plus. Je l'ai bloqué. Mariama m'a envoyé un message pour me demander pardon, disant qu'elle avait été faible, que cela n'allait plus se reproduire. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai bloqué aussi. Mes enfants, elles, l'ont découvert. Tous les 3 m'ont soutenu. Mon fils aîné, Pascal, m'a dit qu'il ne parlerait plus jamais à son père. Ma fille cadette, Sandrine, a pleuré avec moi au téléphone. Le plus jeune, Didier, est venu me chercher à l'appartement de Khadija et m'a emmené chez lui. Jeudi, 3 jours après avoir demandé le divorce, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était l'avocat de Laurent. Il s'est présenté, la voix tremblante, et a dit qu'il avait besoin de me parler de toute urgence. J'ai dit que tout devrait être réglé entre avocats. Il a insisté. Il a dit qu'il s'agissait d'un appel personnel. J'ai accepté d'écouter, mais j'ai clairement indiqué que je ne changerais pas d'avis. Il commença à parler. Il a dit que Laurent était désespéré, qu'il avait commis une faute très grave, qu'il la regrettait, qu'il voulait me demander pardon. J'ai écouté tranquillement. Il a poursuivi. Il m'a dit que si j'insistais pour divorcer sur la base d'une trahison prouvée, Laurent perdrait beaucoup. La maison serait évaluée et j'aurais droit à plus de la moitié, car j'avais contribué avec l'acompte et les années de paiement. Les économies seraient partagées, mais comme il avait triché, le juge pouvait me donner un pourcentage plus élevé. Il devait payer une pension alimentaire pour moi, car nous étions mariés depuis plus de 30 ans et j'avais 58 ans, ce qui rendait difficile pour moi de réintégrer le marché du travail. De plus, il perdrait l'image d'homme honorable qu'il maintenait au travail et dans la communauté. Son entreprise avait des valeurs familiales fortes. Si l'affaire devenait publique, il pourrait même perdre la promotion qu'il espérait. L'avocat s'est arrêté et a dit « Il me supplie de vous demander de reconsidérer votre décision. Pas le divorce, mais la façon dont il sera mené. Il propose un règlement à l'amiable. Vous gardez la maison. Il part et va vivre ailleurs. Les économies sont divisées moitié-moitié. Il vous verse une pension mensuelle jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de 65 ans ou jusqu'à ce que vous vous remariez. Et il prend de charge tous les frais du processus. En retour, vous abandonnez l'accusation de tricherie des documents et rendez le divorce moins agressif publiquement. J'ai pris une profonde inspiration. Ma première réaction a été la colère. Il m'a trahi, humilié, détruit notre famille, et maintenant il voulait que je lui facilite les choses. Mais je ne suis pas idiot. Je savais que ce n'était pas une demande, c'était désespéré. Et le désespoir est une faiblesse. J'avais le pouvoir maintenant. Je pouvais insister ou négocier. J'ai réfléchi rapidement. Si j'acceptais l'accord, je garantirais la maison, qui valait beaucoup. Je me suis assuré une pension fixe qui me donnerait de la sécurité. Et-il la terminer rapidement, sans avoir à subir la douleur dans des audiences interminables. Si je refusais, je pourrais gagner encore plus au tribunal, mais cela prendrait des mois, peut-être des années, et je devrais revivre cette trahison chaque fois que j'entrais dans un forum. J'ai dit à son avocat « Je vais y réfléchir ». Il commença à insister. J'ai raccroché. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout dit. Il a dit que la proposition était bonne, mais que je pouvais demander plus.
Il m'a suggéré d'exiger également une compensation pour tort morale et que la pension soit réajustée annuellement en fonction de l'inflation. J'ai accepté. J'ai dit à mon avocat de répondre avec mes conditions. Le lendemain, vendredi, l'avocat de Laurent appelle à nouveau. Il a dit qu'il acceptait tout. Tout. La maison, la rente réajustée, l'indemnité, les frais. Il m'a seulement demandé de supprimer le mot « trahison » du processus et de maintenir la discrétion. J'ai ressenti un énorme soulagement et en même temps une profonde colère. Cet homme que j'aimais, que j'ai construit toute une vie ensemble, me payait pour que je me taise. Mais je ne me taisais pas pour lui. Je l'acceptais parce que c'était le mieux pour moi. Nous avons signé l'accord la semaine suivante. Nous sommes allés au bureau de l'état civil, chacun avec son avocat. Laurent était méconnaissable. Des cernes fins, des cheveux gris que je n'avais jamais remarqués. Il a essayé de me parler avant que nous s'entrions. J'ai détourné le regard. À l'intérieur de la salle, nous avons tout signé en silence. Quand j'ai fini de signer le dernier papier, je me suis levée et je suis partie sans regarder en arrière. La maison était la mienne. L'argent était garanti. Ma dignité était intacte. Laurent a quitté la maison au bout de 2 semaines. Il a pris ses vêtements et quelques meubles que j'ai laissés. Mariama a également disparu. J'ai appris d'une cousine qu'elle était rentrée chez sa mère à la campagne, gênée de paraître. Ma mère m'a appelée en pleurant, s'excusant pour la fille qu'elle avait élevée. J'ai dit que ce n'était pas de sa faute. Mais je n'ai pas pardonné à Mariama. Et je ne sais pas si je pardonnerai un jour. Au cours des premiers mois, seule dans cette maison, c'était difficile. Chaque coin avait une mémoire. La cuisine où nous avons pris le petit déjeuner ensemble. La pièce où nous regardions la télévision. L'arrière-cour où nous avons fait un barbecue pour les anniversaires des garçons. Mais petit à petit, j'ai resignifié ces espaces. J'ai peint la pièce d'une couleur que j'ai toujours voulu et que Laurent détestait. J'ai changé les meubles de la chambre. J'ai mis des plantes dans la cour. La maison est devenue la mienne pour de vrai. Mes enfants venaient me rendre visite chaque semaine. Ils m'ont beaucoup aidé. Pascal a amené un ami charpentier et a réparé la clôture qui tombait. Sandrine m'a emmené déjeuner pour que je ne sois pas en train de réfléchir. Didier passait les week-ends avec moi, à regarder des films, à parler. Ils n'ont plus jamais parlé à leur père. Laurent a essayé de l'approcher à plusieurs reprises, mais ils ont refusé. Il a perdu sa famille. Il a perdu ses enfants. Il m'a perdu. Et tout pourquoi? Pour quelques instants de plaisir avec la mauvaise femme, je suis retournée au travail. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements près de chez moi. Je n'en avais pas besoin à cause de la pension, mais je voulais sortir, voir des gens, me sentir utile. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai commencé à fréquenter un groupe de femmes dans l'église. Nous nous réunissions tous les mercredis pour parler, prendre le thé, faire du crochet. C'était simple, mais ça m'a fait du bien. Pour la première fois depuis des années, je vivais pour moi-même. 1 an après le divorce, j'allais bien. Pas complètement guéri, car il a des blessures qui ne se referment jamais, mais bien. J'avais ma maison, mon indépendance, mes enfants, mes amis. J'ai eu la paix. Un jour, j'étais au marché en train de faire mes courses quand je suis tombée sur Laurent. Il était accompagné d'une femme blonde plus jeune, au visage de quelqu'un qui ne savait rien. Il m'a vue et a été gêné. J'ai hoché la tête et j'ai continué. Je ne me sentais pas en colère. Je n'ai ressenti aucune douleur. J'étais désolée. Dommage pour un homme qui avait tout et qui l'a jeté. Aujourd'hui, 2 ans après tout, je regarde en arrière et je vois que j'ai pris la bonne décision. J'aurais pu rester, j'aurais pu essayer de sauver le mariage, j'aurais pu avaler la trahison comme le font tant de femmes. Mais j'ai choisi ma dignité. J'ai choisi ma valeur. J'ai choisi de ne pas accepter les miettes d'un homme qui ne me respectait pas. Et cela m'a libérée. Il y a des jours où ça fait encore mal. Il y a des nuits où je suis allongée dans mon lit et où je m'ennuie d'avoir quelqu'un à mes côtés. Mais je préfère être seule et en paix qu'accompagnée et humiliée. J'ai appris que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres. Vous ne pouvez forcer personne à être fidèle, à être honnête, à être décent. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Et j'ai réagi intelligemment. Je n'ai pas laissé la colère m'aveugler. Je n'ai pas laissé la douleur me paralyser. J'ai utilisé ce que j'avais entre les mains, j'ai cherché mes droits et j'ai reconstruit ma vie. Les gens me demandent si j'ai l'intention de me remarier. Je ris. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Ce que je sais, c'est que maintenant, je suis complète tout seul. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me valider, pour payer mes factures, pour me rendre heureuse.
Je prends soin de moi. Je suis assez. Et si un jour il arrive quelqu'un qui ajoute à ma vie, qui me respecte, qui m'apprécie, j'y penserai. Mais je n'accepterai plus moins que ce que je mérite. Mon histoire peut sembler triste à certains. Une femme de presque 60 ans, divorcée, trahie par son mari et sa sœur. Mais je ne le vois pas de cette façon. Je vois une femme qui était assez forte pour ne pas accepter l'inacceptable. Une femme qui s'est battue pour ses droits. Une femme qui a recommencé alors que beaucoup de Jen pensaient qu'il était trop tard. Je ne suis pas une victime. Je suis un survivant. Et c'est ce qui fait toute la différence. S'il y a une chose que je veux clarifier, c'est celle-ci. Personne ne mérite d'être trahi. Personne ne mérite d'être humilié à l'intérieur de sa propre maison, à l'intérieur de son propre lit. Et quand cela se produit, nous avons tout à fait le droit de nous défendre, de nous battre, d'exiger ce qui nous appartient. Il ne s'agit pas de vengeance. C'est une question de justice. Il s'agit de ne pas les laisser nous marcher dessus et s'en tirer. Laurent a payé cher ce qu'il a fait. Il a perdu sa maison, il a perdu sa famille, il a perdu sa réputation. Mariama a perdu sa sœur, a perdu le respect de sa famille, a perdu sa dignité. Et moi, j'ai gagné ma liberté. Aujourd'hui, je me réveille sans peur, pas d'anxiété, sans ce sentiment que quelque chose ne va pas. Je bois mon café en regardant le jardin qui est maintenant plein de fleurs que j'ai plantées moi-même. Je vais travailler en souriant. Je rentre à la maison et c'est vraiment ma maison. Je dors paisiblement. Et cela n'a pas de prix. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes trahi, manqué de respect, humilié, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vous en sortir. Cela peut être difficile, cela peut être douloureux. Il peut sembler que vous n'y arriverez pas, mais vous le ferez. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et vous méritez d'être heureux. Vous méritez le respect. Vous méritez la dignité. N'acceptez pas moins que cela. Jamais. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, laissez-le dans les commentaires. Écrit « La dignité retrouvée ». Nous allons créer un réseau de soutien, de femmes qui se sont levées et qui ont recommencé, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je rapporte des histoires vraies de nouveaux départs, de dépassements, de femmes qui n'ont pas baissé les bras. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. C'est peut-être la force dont elle a besoin pour prendre la bonne décision. J'aurais pu laisser cette vérité mourir avec moi. Je pouvais faire semblant que rien d'autre ne pouvait m'ébranler. Mais quand quelqu'un détruit votre vie et essaie ensuite de faire comme si de rien n'était, il est impossible de ne pas souhaiter au moins une fois que la vérité éclate. Et il s'est manifesté juste au bon moment. 1 mois après cette lettre, la mère de Mariama est décédée. Toute la famille est allée à la veillée funèbre à la campagne. Je n'ai pas voulu y aller, mais Pascal a insisté. Il a dit qu'il était temps de tout terminer, que le pardon est parfois la façon la plus élégante de dire « j'ai gagné ». J'ai pris une profonde inspiration et je suis partie. La salle communautaire était pleine. Des gens qui pleuraient, des gens qui chuchotaient. Je me tenais dans un coin, en silence. C'est à ce moment-là qu'elle est arrivée, Mariama. Les cheveux attachés, le visage baissé, le regard vide. Elle m'a vue et s'est figée. J'ai senti quelque chose en moi. Ce n'était pas de la haine, c'était quelque chose de plus froid. C'était la certitude que, enfin, les masques étaient tombés. Lorsque le prêtre eut terminé la cérémonie, Mariama s'approcha. D'une voix tremblante, il a essayé de me toucher le bras. J'ai reculé. Elle a fondu en larmes, disant qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin, que le plan était de juste tester Laurent, qu'elle avait perdu le contrôle. Les gens ont commencé à regarder. Le murmure se répandit. Je suis restée calme et j'ai juste demandé « Et est-ce que falsifier ma signature était aussi un test, Mariama ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle pâlit. L'un des oncles qui se trouvait à proximité s'est retourné, confus, et a demandé ce que cela signifiait. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai attrapé mon sac et je suis sortie lentement, la tête haute. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. La honte a fait le reste. Parfois, la plus grande vengeance est simplement de laisser la vérité parler d'elle-même. Cette nuit-là, alors que je rentrais à Paris, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté.
J'avais traversé l'enfer et j'en étais sorti en un seul morceau. Je n'avais pas à détruire qui que ce soit, ils se détruisaient eux-mêmes. Les jours qui ont suivi ont été simples, calmes, presque banals. Mais j'ai commencé à les apprécier comme s'il s'agissait d'un cadeau. Les matins avec le café frais et l'odeur de fleurs que j'ai plantées. Les rires avec Sandrine et Didier dans la cuisine. Les messages de Pascal disant qu'il était fier de moi. C'était comme si, pour la première fois, la vie me rendait tout ce que j'avais donné, mais d'une manière plus calme et plus pure. Parfois, je me surprends à penser à Laurent. Non pas avec de la colère, mais avec une sorte de pitié qui ne fait plus mal. J'ai entendu dire que la nouvelle femme l'avait quitté, qu'il vivait seul dans un petit appartement près de son travail. On dit qu'il a vieilli vite, qu'il a perdu son éclat, qu'il se tait. Et c'est peut-être la punition la plus juste pour ceux qui détruisent l'amour de quelqu'un. Vivre le reste des jours, entouré de murs, qui nous rappellent le vide qu'il a lui-même construit. Quant à Mariama, je ne l'ai jamais revue. Il y a des personnes que nous pardonnons de loin, juste pour nous libérer. Elle faisait partie de mon histoire, mais elle ne définit pas qui je suis, parce que j'ai choisi de ne pas devenir amère. J'ai choisi de ne pas me venger. J'ai choisi de vivre. Et ce choix m'a sauvée. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue et que je vois des couples se disputer, des sœurs se disputer, des familles se séparer, je ne juge pas. Je pense juste à tout ce que j'ai appris. Cette trahison peut même vous enlever quelque chose, mais elle ne détruit complètement que ceux qui refusent de recommencer. J'ai recommencé, à partir de zéro, avec un cœur plein de cicatrices, mais aussi plein de courage. Et vous savez ce qu'il y a de curieux? Après tout, j'ai appris à apprécier la solitude. Cela me donne la paix. Donnez-moi du temps. Cela me donne l'espace nécessaire pour me rappeler qui j'étais avant d'être une épouse, avant d'être une sœur, avant d'être blessée. Je suis redevenue Aminata, cette femme qui peint ses propres murs, qui rit au éclat, qui plante des roses et qui met un point d'honneur à sentir la terre dans ses mains. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que signifie recommencer, s'appartenir à nouveau. Si quelqu'un me demande aujourd'hui si je regrette d'avoir tout laissé derrière moi, la réponse est simple, non. Je le regretterais, oui, si j'étais restée et que je m'étais perdue dans le processus. La liberté a un prix, mais la soumission fait payer des intérêts que personne ne peut se permettre de payer. Et c'est pourquoi, quand je me réveille tous les matins et que je vois le soleil passer par la fenêtre de mon salon, je ferme les yeux et je rends grâce. Je suis reconnaissante d'avoir eu la force de partir quand tout en moi me disait de rester. Je suis reconnaissante pour les enfants qui m'aiment, pour les amis qui sont restés, pour la paix qui me visite. Je suis même reconnaissant pour la douleur, parce que c'est ce qui m'a appris à être ferme. Et surtout, je vous remercie d'avoir compris que la dignité est le dernier, bien qu'une femme doit perdre. Parce que quand tu perds tout, ton mariage, ta confiance, ton amour, mais que tu as encore de la dignité, c'est comme si Dieu te disait en silence « Ce n'est pas fini, ma fille. Je te rendrai le reste au bon moment. Alors j'attends. Mais maintenant, j'attends en paix. » Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez également traversé quelque chose qui vous a brisé à l'intérieur, mais vous a rendu plus fort à l'extérieur, laissez-le dans les commentaires. J'ai aussi recommencé. Nous allons remplir cet espace d'histoires de femmes qui sont tombées, mais qui se sont relevées. De gens qui se sont choisis eux-mêmes alors que personne d'autre ne l'a fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, c'est une nouvelle occasion de se rappeler que la dignité et un nouveau départ vont de pair et qu'aucune trahison n'est la fin de l'histoire lorsque nous apprenons à écrire le reste de nos propres mains.